Après cette présentation de Vinciane Després, j'ai beaucoup de mal à rester simple. Mais puisque je suis dans une salle impressionnante en votre compagnie, je suis très heureux d'être à Liège, dans une salle aussi impressionnante. Une question avant de commencer l'exposé, est-ce que Johnny est venu dans cette salle? Parce que ce soir, j'ai décidé, comme Johnny a l'idée, je fais 3 vœux. 1, je me mets à la guitare. 2, je me laisse pousser la banane. Et 3, je demande la nationalité belge. Voilà, maintenant l'essentiel étant dit, on peut passer aux choses secondaires, l'exposé. Alors, jusqu'à maintenant, quand on a décidé de faire de la psychologie ou de la neuropsychiatrie, puisque maintenant je commence à faire partie des archéopsychiatres ou des paléopsychiatres, on nous demandait de choisir notre camp. Et en fait, c'était choisir son clan, c'est-à-dire choisissez le corps ou l'âme. Si vous choisissez le corps, vous allez faire de la neurologie, de la biologie, et tout ce que vous direz sera partiellement vrai et totalement faux. Si à l'inverse vous choisissez de faire de la psychologie, vous allez choisir la linguistique, la psychanalyse, la psychologie, et tout sera partiellement vrai et totalement faux. Parce que à partir d'un point vrai, vous allez en tirer une conclusion abusive, fausse. Alors, ce genre de raisonnement-là peut paraître un peu surprenant, et pourtant, un copain de Vinciane, Descartes, a proposé de séparer le corps et l'âme. Alors, sur le plan, ça a été une bénédiction et une malédiction. La bénédiction, c'est que séparant le corps de l'âme, on pouvait désormais ouvrir un corps, le disséquer, l'observer, sans que ce soit un blasphème, puisque ce n'était que la partie déterminée de l'homme. Ça pesait, ça avait une forme, on pouvait la pétrir, la façonner, et à ce moment-là, on pouvait faire de la médecine expérimentale, on pouvait faire de la biologie, sans que ce soit un blasphème. Donc, bénédiction. C'est source de progrès. Mais malédiction, parce que l'âme était indéterminée, non mesurable, elle pesait pas, elle n'avait pas de forme, et dans ce cas, c'était pas la peine de faire une recherche expérimentale en psychologie, puisque c'était un non-sens, donc malédiction. Mais déjà Descartes avait constaté que cette distinction, ce clivage était un peu excessif, puisqu'il avait proposé déjà de faire de l'union de l'âme et du corps, et ces mots à peu près c'était d'unir l'âme au corps grâce à la bite de l'épiphyse. Alors comment fait-on pour unir quelque chose d'immatériel à quelque chose de matériel? J'ai pas la réponse, et s'il y a des philosophes dans la salle, ils sont priés de ne pas poser de questions. Alors, ça veut dire que cette démarche-là a marqué nos universités, puisque c'est comme ça qu'on organise notre cueillette du savoir. C'est-à-dire que c'est pas faux, c'est même vrai. Les biologistes recueillent des informations vraies, les psychologues recueillent d'autres informations vraies, et pourtant, on n'arrive pas à coudre ensemble ces deux parties. Donc, maintenant, depuis 10 ou 15 ans, on a décidé de faire une démarche opposée, c'est-à-dire d'organiser des groupes de réflexion et de recherche avec des gens de formation totalement hétérogènes. Ce qui, il y a 30 ans, était vivement critiqué et ce qui maintenant est recommandé par les instances, les comités de recherche. Alors, j'organise une dizaine de groupes à peu près. Au total, 54 chercheurs. On n'a jamais été 54 autour de la table, mais on se répartit les tâches et on se réunit régulièrement. Or, autour de la table, il y a des linguistes, des psychanalystes, des neurobiologistes, des neurologues, et je vous assure que tout le monde parle très bien ensemble, je vous assure. C'est comme cette cueillette de renseignements, de données transversales, ça marche très bien. Alors si vous voulez avoir le prix Nobel, ne faites surtout pas ça. Si vous voulez avoir le prix Nobel, ce qui est bien sûr le cas de tout le monde dans la salle, il faut choisir son camp et creuser son sillon le plus loin possible. Là, vous avez une chance d'avoir le prix Nobel. Mais si vous êtes praticien, comme je l'ai été pendant 40 ans, si vous êtes praticien, la personne qui s'assoit en face de vous, elle s'assoit
avec son cerveau et avec son histoire, avec son affection, son tempérament, ses relations. Et nous, praticiens, il faut qu'on s'entraîne à mettre son nez dans des disciplines différentes pour essayer de comprendre le moins mal qu'on pourra la personne qui est en face de nous. Alors, dans ces groupes de recherche, il y a donc des tas de gens de formations différentes, et j'ai même provoqué un accouplement contre nature entre un vétérinaire et une linguiste. Et ils ont fait ensemble des enfants passionnants qui ont été publiés dans des revues à comité de lecture, parce que la linguiste a montré comment la structure sémantique modifiait le comportement du chien. Vous avez bien entendu. Alors, je pense que le chien ne comprend pas le signifié, ne comprend pas forcément le contenu des mots, mais la rhétorique, la manière de parler organise autour du chien une enveloppe de signifiants, c'est-à-dire des informations biologiques, des stimulations sensorielles qui troublent ou aident le comportement du chien. Lui parler gentiment, le parler brutalement, lui parler de manière cohérente dans un monde de chiens, ou au contraire lui parler de manière incohérente, peut modifier ses comportements. Donc ça, c'est un raisonnement qu'on ne peut pas tenir si on reste vétérinaire ou linguiste en n'ayant aucune rencontre avec quelqu'un d'une autre discipline. Alors, cette publication fait que maintenant, on associe des gens de discipline, et par exemple, j'ai invité dans ce groupe beaucoup de généticiens. Et ces généticiens-là nous tiennent des discours totalement différents de celui qu'on entend dans la culture. Dans la culture, on entend dire « oh ben, l'homme est programmé génétiquement ». Je n'ai jamais entendu cette expression employée par un généticien. Je n'ai jamais entendu un généticien parler de programme génétique. Mais dans la culture, on dit qu'ils disent ça. Moi, je ne peux pas dire que je l'ai entendu dans la bouche d'un généticien. En revanche, ce qu'il nous explique, c'est qu'il y a parmi nous des gens qui codent pour la synthèse de transport de sérotonine. Alors là, j'ai détaché tous les mots pour éviter les contresens. Rassurez-vous, il y en aura quand même. Mais j'ai détaché tous les mots. C'est-à-dire que sur nos bandelettes chromosomiques, il y a des allèles, des petites correspondances de gènes qui correspondent avec d'autres gènes d'une autre bandelette, et ça code pour la synthèse d'une petite péniche, un peu transporteur de sérotonine. C'est-à-dire que cette péniche, des boulettes de viande, des fibres, des filaments, passe dans le vide entre deux neurones et transporte la sérotonine. La génétique code pour la synthèse du transporteur, mais pas de la synthèse de sérotonine. C'est-à-dire que si vous établissez avec moi une relation stimulante et une relation agréable, vous allez augmenter ma synthèse de sérotonine. Si on établit ensemble une relation désagréable, vous allez tarir ma synthèse de sérotonine. Et si je suis un gros transporteur de sérotonine, mais si notre relation est désagréable, j'aurai rien à transporter. Donc je ferai une dépression, comme tout le monde. Et si je suis un petit transporteur, et si on établit une relation agréable, ou si on se met dans des situations stimulantes, eh bien, ma petite péniche passera vite d'un synapse à l'autre et transportera de la sérotonine. Donc ça, c'est un mode de raisonnement qu'on ne peut tenir que si on associe un généticien et un psychologue. Alors c'est ce qu'on a fait. Alors, les généticiens, donc, nous expliquent cette synthèse de protéines, et les psychologues essayent de nous décrire des biographies entières de petits transporteurs ou de gros transporteurs. Alors, si on est singe, là, ces petits transporteurs sont des vrais déterminants. Parce qu'on constate que les petits transporteurs sont hyper émotifs. Un rien les fait sursauter, ils ont peur, ils s'effrayent, ils sont très émotionnels, ce qui fait que dans un monde de singes, ils sont en bas de l'échelle sociale. Échelle sociale de singes, c'est-à-dire que c'est essentiellement réglé par des conflits, des relations, des compétitions, des associations, des coopérations, mais ça fait un monde qui n'est pas forcément pas un monde humain. Et on voit que dans notre langage, on emploie des mots humains pour découper des morceaux de monde de singes. Donc on est tout le temps au bord du contresens, mais je ne sais pas parler sans employer de mots. Alors, je vais dire, il y a échelle sociale de singes. Est-ce que c'est vraiment les mots qui conviennent à décrire un monde de singes? Je ne sais pas, mais voilà, on parle comme ça. Or, les petits transporteurs de sérotonine sont
sursautent, sont très émotionnels. Ils sont tellement émotionnels qu'ils ratent leurs interactions de singes, donc ils se font mal toiletter. Donc nous on appelle ça l'épouillage, mais c'est pas un épouillage. Ils se toilettent, donc en se toilettant, c'est une fonction affective et sociale de singe. Et donc les poils ont de la vitamine D, c'est-à-dire ils se collent entre eux, et les poils sont bien ébouriffés, et ben ils se fabriquent une doudoune. Donc, se fabriquant une doudoune, ils sont bien au chaud, ils ont un petit imperméable portatif, ils résistent aux parasites. Or, ils n'ont une doudoune bien faite que si émotionnellement ils établissent des interactions qui leur permettent d'être avec un autre singe. S'ils établissent des interactions désorganisées, ils se font mal toiletter, leurs poils se collent, ils attrapent toutes les infections qui passent, ils se tremblent parce qu'ils ont froid, et ils finissent par attribuer une signification de singe en bas de l'échelle, alors qu'ils sont génétiquement, ils sont en bonne santé. Alors par exemple, un jour on voit, alors je ne sais pas si on peut dire singe bouc émissaire, enfin je sais pas, on voit un singe qui, c'était le bouc émissaire du groupe, voilà, je ne sais pas si on peut dire ça. Alors, il était malheureux, il tremblait, il avait des parasitoses, visiblement il faisait peine à voir. Et bêtement, je prends une pomme, et je lui lance la pomme. Si vous lancez une pomme à un singe tranquille et bien toiletté, il attrape la pomme, il la mange ou il s'enfuit avec. Et là, la pomme est tombée entre ses pattes et le singe aussitôt a pris une posture d'enfant battu. Donc, et effectivement, dès que la pomme est arrivée, les autres singes sont arrivés, lui ont balancé des coups de poing, lui ont volé la pomme. Ce qui veut dire que pour lui, percevoir une pomme entre ses jambes, ça signifiait « je vais recevoir une raclée » qu'il a reçue. Alors qu'un autre attribue une autre signification émotionnelle au même objet pomme, et il prend « je suis content d'avoir une pomme, je l'attrape et je m'enfuis ». Alors voilà un peu le genre de raisonnement que je vous propose. Avec la méfiance la réticence, nos mots sont des découpes de monde humain qu'on applique aux singes, aux abeilles, aux chiens, avec toutes les réticences dont on parlera tout à l'heure. Alors, chez nous, êtres humains, est-ce que vraiment on peut continuer à séparer le corps et l'âme? Alors, le corps, c'est ma partie déterminée, celle qui a du calcium, celle qui a de l'eau, celle qui a des glucides, celle qui a un peu trop de lipides. Ça c'est ma partie déterminée de moi. Et l'âme, je l'emploie au sens où Freud l'employait, c'est-à-dire l'âme, c'est je réponds à des représentations totalement immatérielles, des représentations d'images, des souvenirs, des représentations de mots, des récits, des insultes, des blagues. Je réponds à des représentations qui ne sont pas dans le contexte, et j'y réponds. J'ai des émotions, et j'ai des comportements adaptés à quelque chose qui n'est pas dans le contexte, qui a été, qui est dans ma mémoire, qui peut-être va venir, j'en rêve, j'y pense, mais c'est pas dans le contexte. Donc voilà pourquoi je propose cette expression de chair et d'âme. Alors, est-ce que vraiment on doit continuer de séparer ces deux instants, ces deux morceaux de conditions humaines? Alors, mon ami Osterman, qui est une espèce rare, puisqu'il est à la fois psychanalyste et prof de pharmacologie, donc c'est un hybride, mais je l'aime bien quand même. Osterman soulève la piste suivante. Il y a parmi nous des gens, une maladie génétique très rare. Bien sûr qu'il y a des déterminants génétiques. Le déterminant du sexe est génétique. Le déterminant de la couleur de la peau est génétique, la couleur des yeux c'est génétique. Il y a 7000 maladies génétiques. Donc quand on dit qu'il y a des déterminants génétiques, ça ne veut absolument pas dire que l'homme est génétiquement déterminé. Vous êtes d'accord? Toutes les vaches sont des mammifères ne veut absolument pas dire que tous les mammifères sont des vaches. Hein, vous êtes d'accord? Donc, Osterman a l'idée suivante. Il y a une maladie génétiquement déterminée qui est une personne sur 30 000 n'a pas les fibres qui conduisent la douleur. Et il téléphone dans tous les services jusqu'au moment où il finit par tomber sur une femme qui avait été hospitalisée parce qu'elle s'était brûlée. Et en fait, elle s'était brûlée parce que en préparant sa cuisine, elle avait senti l'odeur de barbecue. Et elle s'était dit, c'est étrange, je ne fais pas de barbecue. Et elle s'est rendue compte que la porte de son four était tombée et qu'elle était en train de se griller la cuisse.
Donc elle voit une brûlure très profonde, sans aucune douleur. Elle arrive à l'hôpital, étonnée de ne ressentir aucune douleur. Les gens l'opèrent, la soignent, et à ce moment-là, Osterman lui dit « Mais vous n'avez jamais eu de souffrance ?»« Ah non, jamais. Mais vous êtes fait mal, tapé avec un clou, avec un marteau. »« Ah oui, ça m'est arrivé. Vous avez eu mal ?»« Non, non, jamais. Mais est-ce que déjà vous savez ce qu'est la souffrance ?»« Ah non, non, je ne sais pas ce qu'est la souffrance. » Et puis elle hésite, elle dit « Si, une fois, on m'a annoncé la mort de mon frère dans un accident de voiture. Dans un premier temps, j'ai pas compris, j'ai été hébété. Une demi-heure après, j'avais une intense céphalée et j'avais le corps entier qui était douloureux. » Alors, cette observation médicale est tout à fait importante pour le sujet qui nous rassemble. Ça veut dire que quelqu'un qui ne peut pas conduire les fibres de la douleur peut quand même éprouver une souffrance après un simple énoncé verbal. Le corps et l'âme, les deux vraiment. Un énoncé verbal avait modifié sa manière d'éprouver son corps au point de provoquer une douleur diffuse dans tout son corps, alors qu'elle n'avait pas les fibres qui permettent de conduire la douleur. Alors ce mystère maintenant, on peut l'expliquer par la résonance magnétique nucléaire, et je travaille avec des neuroradiologues, et notamment Hervé Alain, Philippe Robert, Pierre Bustani, et des gens que j'admire beaucoup, et qui sont capables de dire comment fonctionne un cerveau sans ouvrir la boîte crânienne. C'est-à-dire qu'on parle avec la dame ou le monsieur, on fait des tomographies en tranches très très rapides, et on fait des coupes cérébrales, et on voit la zone du cerveau qui se met à fonctionner, et on sait que vous allez lever la main droite avant même que vous l'ayez levée, parce que si on voit le pied de votre frontale ascendante gauche s'allumer, passer au rouge, parce que cette zone cérébrale consomme beaucoup d'énergie, vous ne savez pas encore que vous allez lever la main droite, et nous on le sait, rien qu'en observant votre cerveau. Alors on sait que vous avez une émotion, parce qu'on voit l'amygdale rhinencéphalique à la face profonde du cerveau s'enflammer, passer au rouge, alors que vous n'avez pas encore conscience que vous allez avoir une émotion désagréable, une émotion d'alerte. Donc on voit l'image parle avant que vous en preniez conscience. Alors ces performances-là, on en parlera tout à l'heure, ces performances-là permettent de rendre observable que les zones cérébrales fonctionnent et s'allument de la même manière. Alors l'expérimentation est la suivante. On pince madame, et puis on la pince pas très fort, et puis on sait que les électrophysiologistes nous apprennent que les fibres C, cette dame les a, conduisent la douleur, font des relais dans la moelle épinière, passent dans les cordons postérieurs de la moelle épinière. À la base du cerveau, on a 2 grappes de raisin, le thalamus. Chaque grain de raisin, on voit un grain de raisin s'allumer, collectionner des informations neurophysiologiques électriques de la douleur, électrochimiques de la douleur. Le noyau s'allume. Alors, le noyau ventro-postéro-latéral, ça c'est pour faire chic, hein, mais ne le notez pas, hein, il n'y aura pas d'interrogation à la fin. Donc un grain de raisin s'allume, et hop, la partie antérieure de l'aire singulaire antérieure, c'est-à-dire à la face profonde entre les deux hémisphères, s'allume, et la dame dit « aïe ». Alors vous allez me dire, on le savait avant les caméras à positons, on le savait avant la résonance magnétique. Mais ce qui est important, c'est que si vous annoncez à la dame une mauvaise nouvelle, vous savez, vous allez rester 2 jours de plus là, où vous savez, vos impôts ont été multipliés par 3, on voit exactement la même zone cérébrale de la dame s'allumer. Un énoncé verbal a modifié la manière dont son cerveau fonctionnait, et ce cerveau-là, on sait que c'est celui qui donne des douleurs, qui envoie des informations douloureuses ou de malaise dans le corps. Énoncé verbal, trait d'union cérébrale, malaise dans le corps. Alors, à Liège, il y a toujours eu une tradition de grands noms de l'éthologie. À Liège, Jean-Claude Ruette, Albert Desmarais, Vinciane Després. Il y a déjà eu des gens qui s'intéressent beaucoup et qui ont fait des performances tout à fait stimulantes dans l'éthologie. Et on a eu une réunion il n'y a pas longtemps où on a rappelé les expériences fondatrices
de Harlow. Alors Harlow, c'était au début des années 60. Monsieur et Madame Harlow partent d'une phrase de Freud. La phrase de Freud, c'était « l'alimentation fonde l'amour ». Alors Monsieur et Madame Harlow disent « bon, admettons, puisque Freud le dit, voyons si c'est vrai, il nous faut une démarche un peu expérimentale ». Alors très rapidement, ils prennent un petit macaque et ils font un leurre en fil de fer qui donne le biberon, qui porte un biberon, et un leurre doux qui ne porte pas de biberon. Ils introduisent dans la cage un stresseur. Le stresseur, c'est un nounours mécanique qui bat du tambour. Le petit macaque sursaute et toujours bondit pour se sécuriser contre le leurre en feutre qui ne donne pas d'alimentation et jamais contre le leurre en fil de fer qui donne l'alimentation. Et même ce qu'on voit, c'est que des fois, il bondit quand il a faim, il bondit sur le leurre feutre, ce qui lui donne la force, le plaisir de se diriger vers le leurre qui donne l'aliment. C'est-à-dire que cette expérimentation-là a été à l'origine a stimulé Marianne Sworth, une psychologue, qui a mis au point les situations standardisées d'attachement dont on parlera tout à l'heure. Or, c'est assez intéressant parce que à partir de cette observation, Anna Freud et René Spitz, pendant la guerre de 40, avaient déjà constaté que les enfants abandonnés, à cause des bombardements de Londres, les enfants traumatisés, avaient une morphologie étrange et avaient des comportements étranges, et que, ou bien ils étaient trop petits pour parler, ils ne parlaient pas, ou bien ils savaient parler, mais l'horreur du traumatisme qu'ils avaient vu ou subi, ils avaient été pris sous les décombres des bombardements de Londres, fait que ces enfants ne pouvaient plus parler parce que l'émotion les étranglait, ils ne pouvaient plus parler. Donc, Anna Freud disait, mais comment faire pour s'occuper de ces enfants? Ils ne parlent pas encore ou ils ne parlent plus. Et c'était une époque où on nous expliquait que tant qu'un enfant ne parle pas, il ne peut pas penser, ce n'est que de la viande. C'est une expression que j'ai entendue. C'était l'époque aussi où on nous expliquait, nos maîtres nous enseignaient que les enfants ne souffraient pas. Forcément, puisqu'ils ne pouvaient pas le dire. Alors, ces expériences-là ont été le point de départ de l'éthologie animale humaine, l'éthologie, c'est-à-dire une méthode d'observation. Et puis, c'est assez intéressant parce que lorsque les psychanalystes allaient à Londres suivre les cours de Robert Hinde et de Harlow, vous avez bien entendu des psychanalystes qui allaient à Londres suivre des cours d'éthologie animale, vous avez bien entendu. Et ils se sont laissés convaincre, et dans la bibliographie de René Spitz, il y a pratiquement toutes les expériences, les expérimentations des grands noms de l'éthologie, de ceux qui ont reçu le prix Nobel par la suite. Plusieurs prix Nobel ont été attribués à l'éthologie. Ils sont dans la bibliographie de Spitz et d'Anna Freud. Ce que les psychanalystes ont soigneusement oublié, ou dénié plutôt. Or, ce qui est intéressant, c'est que Robert Hinde avait montré les expériences de Harlow aux psychanalystes, et notamment à René Spitz. Mais Harlow avait fait ses expériences sur des macaques. C'est-à-dire que s'il avait montré ses expériences sur les singes capucins, c'est totalement différent. C'est-à-dire que les singes capucins, lorsqu'on les met dans la même situation expérimentale, ils ne se sécurisent pas contre leur mère, et quand on fait rentrer le stresseur, le nounours mécanique qui bat du tambour, les singes se jettent non pas dans les bras de leur mère, mais dans les bras des frères et des sœurs. C'est-à-dire que là, probablement, la théorie de Harlow aurait été totalement différente parce qu'on lui aurait fourni une donnée scientifique totalement différente. Et peut-être, il serait parti sur la fonction sécurisante des frères et des sœurs, qu'on commence à peine à décrire aujourd'hui avec Régine Selle, alors que là, il est parti sur la fonction tranquillisante du corps des mères. Et il n'a pas fait de recherche sur la fonction sécurisante des frères et des sœurs entre eux. Or maintenant, on sait que les mères sont importantes, bien sûr, mais elles ne sont pas seules. Elles sont modifiées par la présence du père, elles sont modifiées par la présence de la famille, de la culture, et des frères. On sait que les petits ont des interactions identifiantes très importantes avec les sœurs aînées, les frères aînés, qui participent aussi au développement des cadets. Ce qui veut dire que ce modèle animal est parfois pertinent. Par exemple, alors il est parfois pertinent,
il est souvent stimulant, comme je l'ai proposé, même si on est au bord du contresens. Il est parfois abusif et il est parfois dangereux. Alors, modèle pertinent. Lorsqu'on isole un animal sain, génétiquement sain, neurologiquement sain, biologiquement sain, lorsqu'on l'isole et qu'on le met dans une situation de Gaspard Hauser, c'est appelé comme ça à cause de la légende de Gaspard Hauser, où un homme aurait été isolé jusqu'à l'âge de 17 ans et puis se serait enfui, on l'aurait retrouvé en train de tituber dans les rues, je crois que c'est dans les rues de Tübingen, je suis pas sûr, mais enfin. Donc c'est parti de cette légende-là, et on parle d'expérience de Gaspard Hauser. Or, on sait que ces animaux-là avaient, mon maître Cosnier disait, ces animaux-là ont des atrophies cérébrales. Une partie du cerveau est pétrie par le milieu. Donc on le savait en éthologie animale. Et lorsque j'ai été invité avec Médecins du Monde à travailler en Roumanie, les enfants, alors je ne veux pas dire du mal des Roumains qui sont cultivés, francophiles, et qui ont sauvé beaucoup d'enfants, il y avait des institutions qui ont sauvé beaucoup d'enfants, mais d'autres institutions, que celles que vous avez probablement vues à la télévision, ont été des assassinats pour enfants, et il y a eu, mon ami Serban Ionescu évalue à 100 ou 120 000, entre 100 et 120 000, le nombre d'enfants massacrés par cette politique absurde, criminelle. Lorsqu'on a vu ces enfants, ces enfants-là, il n'y avait aucune altérité. Personne s'occupait d'eux, personne ne leur parlait. Ils recevaient une gamelle tous les midis et un coup de jet d'eau par mois dans des salles de 50 à 60 enfants. Donc vous imaginez le développement. Pas d'autres. Donc le seul autre, c'était ça. Il n'y avait pas d'autre. Ayant en tête cette donnée d'éthologie animale, j'ai demandé des scanners à ces enfants qui avaient été mis dans une situation de Gaspard Hauser à cause d'une pensée politique absurde. Et les scanners sont revenus, atrophie, frontaux, limbiques. Et ceux qui dans la salle ont eu l'occasion de voir des scanners savent que c'est facile à voir. On voit, il y a les deux lobes préfrontaux ont fondu et à la place des circuits limbiques, il y avait un creux gros comme un pouce. Alors si conclusion hâtive, ces enfants sont foutus. Voilà, ça quand on a un morceau de vérité, si on conclut trop vite, on arrive à une conclusion absurde criminelle. Parce que si on pense que ces enfants sont foutus, on continue à ne pas s'occuper d'eux, et effectivement, ces enfants seront foutus. C'est une prophétie autoréalisatrice. Si personne ne s'occupe d'eux, effectivement, ils seront foutus. Alors, par bonheur, les décideurs politiques roumains suivants ont bien réagi, et ils ont développé les familles d'accueil. Et on a eu l'occasion de suivre ces enfants dans les familles d'accueil, et un an après, on a eu quelques scanners de contrôle, l'atrophie fronto-limbique avait disparu. C'est-à-dire que sous l'effet des interactions banales, le cerveau s'était regonflé, et maintenant, Hervé Alain, Philippe Robert proposent l'expression de résilience neuronale. C'est-à-dire que c'est une interaction banale. Banale, ça veut dire vitale. On est tous en train de pomper de l'oxygène, là. On n'en prend même pas conscience. Tellement c'est... Essayez d'arrêter de respirer pendant 3 minutes. Vous allez voir si c'est banal. Parce que c'est vital. L'affection, c'est pareil. On n'en prend pas conscience parce que c'est vital. Et le jour où on est en manque, alors là, on en prend conscience. Mais quand on l'a, c'est comme l'oxygène, ça nous est dû. On n'en prend pas conscience. Alors, on a donc montré la plasticité des neurones et de certaines zones du cerveau sous l'effet d'interactions banales, tellement banales que personne n'avait pensé à chercher à évaluer l'effet de ces interactions. Tellement c'était banal, ça ne peut pas être scientifique, il faut faire un truc extraordinaire pour que ce soit scientifique, il faut avoir des caméras à positons, des accélérateurs de particules. Si c'est un truc banal, on ne peut pas en faire, ça ne vaut pas la peine. Alors, on se rend compte maintenant que c'était une piste énorme sur la plasticité cérébrale, mais c'est pas nous qui avons été les premiers. Le premier à soutenir cette hypothèse, c'est Ekan et Ajuria-Guerra, quand Ajuria-Guerra a été nommé professeur à Genève, et il a été un des fondateurs de cette attitude. Alors, le modèle animal, donc, il a un effet loupe, c'est-à-dire qu'il met
la lumière sur une partie. Et la faute, ça serait bien sûr d'en faire une généralisation abusive. Et il met la lumière sur les singes macaques qui ont besoin d'un contact doux pour être sécurisés. Il met la lumière sur les singes capucins qui ont besoin de se sécuriser entre frères et sœurs. Il met la lumière sur une privation affective, donc sensorielle, interaction banale qui provoque des atrophies cérébrales. Donc c'est un effet loupe. Et cet effet loupe, c'est comme une métaphore, c'est une aide à penser avec le danger des métaphores. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre la métaphore pour la réalité. C'est un tuteur de pensée, c'est une aide à penser, c'est pas une pensée totale, il faut avoir d'autres effets loupes, et surtout il faut avoir un enchaînement pour essayer de ne pas trop dire de bêtises. Alors, lorsque Anna Freud et René Spitz avaient constaté que ces enfants étaient abandonnés et pseudo-autistes, comme les petits Roumains qu'on voit. Et lorsque les Allemands, à la même époque, avaient une théorie aussi absurde que celle de Ceausescu, ils avaient inventé les Lebensborn, les fontaines de naissance, les fontaines de vie, Lebensborn. Et ils avaient dit, puisqu'ils avaient une théorie raciste, ils pensaient que dans le monde humain, il y a des gens de qualité supérieure et d'autres de qualité inférieure, donc logiquement, ils ont conclu qu'il suffisait qu'une belle pouliche blonde, c'était leur mot, s'accouple avec un bel étalon blond pour qu'ils fassent de beaux enfants. Et en effet, on évalue à peu près à 10 000, dont 1 000 à Neuilly en France, et j'en ai rencontré quelques-uns, 10 000 enfants sont nés de ces Lebensborn, de ces accouplements entre une belle pouliche et un bel étalon. Et effectivement, biologiquement, ces enfants étaient génétiquement sains, neurologiquement sains, biologiquement sains, mais n'ayant pas, comme cette pensée que la seule comptait la qualité biologique, ils ont négligé les interactions affectives banales, ils ont négligé la culture, et ces enfants, ces beaux enfants sains, sont devenus tout à fait comparables aux petits Roumains abandonnés, pseudo-autistes, parce que la pensée n'avait pas pensé qu'il y fallait aussi la banalité de l'affection, des mots, une autre structure que la simple biologie. Et la plupart de ces enfants sont morts de carence affective. Morts de carence affective. Parce que on ne peut donner sens à ce qui nous entoure que pour quelqu'un, c'est-à-dire que s'il y a un autre. On ne peut donner sens à nos projets que si on en parle avec quelqu'un d'autre. Et ces enfants-là, les petits Roumains, par exemple, quand on leur donnait à manger, refusaient de manger parce que la nourriture n'avait aucune signification pour eux. On ne peut manger que pour quelqu'un si on a une relation affective avec quelqu'un. C'est-à-dire, vous êtes d'accord, d'ailleurs c'est pour ça qu'on invite les femmes au restaurant. C'est pas pour leur filer des glucides, des lipides et des protides. Donc, il est d'accord. Donc ça veut dire que même ces interactions banales sont vitales, d'une part pour fournir effectivement les glucides, les protides et les vitamines, c'est sûr, mais aussi pour donner sens à la banalité du quotidien. Alors, Anna Freud s'était quand même étonnée, comme nous on s'est étonné quand on a travaillé avec les enfants abandonnés. Il ne faut pas oublier qu'avec l'UNICEF et avec l'OMS, on évalue actuellement à peu près à 100-120 millions d'enfants abandonnés sur la planète aujourd'hui. Donc ce que je vous raconte là, c'est pas rare du tout. 100 à 120 millions d'enfants aujourd'hui correspondent à ce schéma, avec des adaptations, mais c'est le même schéma. Et Anna Freud et René Spitz s'étonnent et disent, mais c'est quand même étonnant, ces enfants-là, ils sont tout petits et ils ont une morphologie curieuse. Et les pédiatres anglais, effectivement, décrivent des enfants de petite taille, avec une petite tête et des longs doigts. Alors, si vous voulez faire scientifique, vous dites microcéphale, micro et macroscale. Voilà, ça fait et arachnodactyle. Voilà, alors ça fait scientifique. C'est comme ça que ça a été publié, mais on peut dire aussi petite tête et grands doigts. Alors, ça a été publié comme ça. Or, maintenant, grâce aux neurosciences, on peut expliquer toutes les étapes intermédiaires du regonflement du cerveau. Pierre Bustani a toutes les analyses, les photographies, les dosages chimiques et les scanners de toutes les étapes intermédiaires, et on peut même expliquer
le nanisme affectif. Pourquoi ces enfants privés d'affection sont nettement plus petits que la taille que génétiquement ils auraient pu acquérir. Et en fait, l'explication, elle est un mélange de psychologie et de biologie et d'électroencéphalographie. Donc je reprends le raisonnement de tout à l'heure. Ces enfants avec lesquels on a beaucoup travaillé, ils sont dans un désert affectif. Personne pour qui manger, personne à qui sourire. Même la faute qu'on a commise quand on a vu ces enfants, c'est qu'on était là pour les aider. Donc on a cherché à les aider, on était là pour ça. Et on leur a souri et on s'est précipité vers eux. Et pour eux, on n'avait pas compris que c'était une émotion insoutenable. Personne ne leur avait souri, personne ne les avait pris dans les bras. Donc ils se sont sécurisés en se mordant ou en se tapant la tête par terre. Parce que pour eux, c'était une information émotionnellement insoutenable. Donc on a appris qu'il fallait entrer en interaction banale différemment avec eux, beaucoup plus lentement qu'on le fait avec nos enfants. Et puis, le soir, quand on a observé, alors éthologiquement, c'est-à-dire en milieu naturel, alors bien sûr, le milieu naturel pour l'homme, voilà, c'est notre milieu naturel, ça, hein, c'est-à-dire que de la technologie et que des mots. L'artifice des mots et l'artifice de la technologie. Voilà le milieu naturel des hommes. Alors, on observe les enfants dans leur milieu naturel, c'est-à-dire là où ils auraient dormi si on n'avait pas été là pour les observer. Et on constate qu'un enfant qui est sécurisé dans la journée, parce qu'il a une famille, il a un petit rituel d'endormissement. Il peut se balancer, on lui chante une chanson, il se frotte avec un mouchoir, avec un jouet, avec un nounours. Et ce petit rituel-là déclenche dans sa mémoire un sentiment d'hyper-familiarité. Je suis bien dans un milieu que je connais, avec des informations sensorielles que je connais. Je peux me laisser aller au plaisir de l'endormissement. Or, les enfants qui n'ont pas connu ça dans la journée précédente, ils sont en alerte constante. Personne ne les sécurise. Ils n'ont pas de figure familière autour d'eux. Ils sont tout le temps en éveil, ils sont maigres, en éveil, ils regardent, il ne faut surtout pas leur sourire, ils regardent et ils ne s'endorment que épuisés. Et quand on a fait des électroencéphalogrammes à ces enfants, on s'est rendu compte que, normalement, quand un enfant ou un adulte a passé une bonne journée, il met 90 minutes de phase lente d'électroencéphalogramme avant d'arriver à la phase rapide. Or, ces enfants-là sabotent les phases lentes et épuisés, ils s'endorment directement, très rapidement, en phase rapide, parce qu'ils sont épuisés. Ils ne peuvent dormir que quand ils tombent de sommeil. Alors là, l'expression est bonne. Parce qu'ils n'ont pas le plaisir de l'endormissement, ils ne sont pas sécurisés. Or, ces phases lentes des premiers stades du sommeil, c'est des phases électriques qui stimulent la base du cerveau et qui provoquent l'augmentation des hormones de croissance et des hormones sexuelles qu'on dose maintenant. C'est des dosages qu'on fait en ville maintenant, ce n'est pas des dosages de recherche pointue, c'est des dosages de la pratique courante. Et ces enfants-là, n'étant pas sécurisés dans la journée, ne sécrètent pas d'hormones de croissance parce qu'ils ne peuvent s'endormir que épuisés. Or, le sommeil paradoxal, rapide, c'est un sommeil d'alerte, c'est un sommeil biologiquement coûteux. C'est le sommeil des accidents médicaux nocturnes, l'infarctus, édème aigu du poumon, crise d'asthme, sont déclenchés pendant ce sommeil biologiquement coûteux. Alors, on a maintenant l'explication de la fonte cérébrale et de sa résilience possible. On a maintenant l'explication du nanisme affectif et de son rattrapage possible jusqu'à un certain âge. Et on a maintenant, bien sûr, c'était plus facile à comprendre, l'explication des retards psychologiques rattrapables beaucoup plus longtemps que ce qu'on trouve dans nos livres. Mais il ne faut pas quand même que ça dure trop longtemps. Et alors maintenant, on a les moyens de se poser la question autrement. La biologie de la séparation. Comment ça, séparation? C'est affectif, ça, c'est... Biologie, c'est l'âme, c'est le corps. Mais comment ça, biologie de la séparation? Eh bien oui, on peut maintenant faire une biologie de la séparation. C'est-à-dire que on constate que lorsqu'il y a un enfant séparé, modifie son électricité et la sécrétion de ses hormones, mais on constate aussi qu'un enfant trop enveloppé vit lui aussi dans un milieu d'appauvrissement sensoriel. Et c'est facile à comprendre. C'est-à-dire que si un enfant, il n'y a personne autour de lui, bon, on comprend, voilà, le seul objet extérieur à lui-même, la seule stimulation, un ersatz d'autre. Mais si un enfant est trop couvé, trop entouré par
une représentation de l'esprit de sa mère ou de son père, ou d'une théorie politique, philosophique absurde. Il faut toujours s'occuper des enfants, il ne faut jamais les laisser seuls, etc. L'enfant vit dans un milieu, dans une enveloppe de signifiants, et il se développe dans une véritable prison affective. Tu n'as le droit d'aimer que moi, ta mère, ton père. Tu n'as pas le droit d'aimer ton père qui est un sale type. Tu n'as pas le droit d'avoir de frères et des sœurs. Tu n'iras pas à l'école parce qu'à l'école tu risques d'avoir des copains. Je veux que tu n'aimes que moi. Je ferai tout pour toi. Je m'occuperai de tout. Mais je te mets, moi, à cause, moi, ta mère, ton père, ton éducateur, ton caregiver, comme disent les Américains, moi, je te mets dans une prison affective à cause de mon histoire, à cause de ma représentation. Je réponds à quelque chose qui est dans mon âme, quelque chose d'immatériel qui est dans ma représentation, dans mon histoire, qui fait que j'ai appris à aimer, moi, ta mère, ton père, j'ai appris à aimer comme ça. Eh bien, ma manière de t'aimer, c'est je vais te mettre dans une prison affective et je vais tout faire pour toi. Et effectivement, elle fait tout pour lui. Et l'enfant se développe dans une prison affective. Ce qui fait que, à l'adolescence, le seul moyen qu'il aura de s'échapper de cette prison, ça va être la haine. Et la mère va dire, mais je ne comprends pas après tout ce que j'ai fait pour lui. Et elle aura raison, elle aura fait tout pour lui. Et tout, c'est trop. Alors, on voit qu'une représentation abstraite organise une enveloppe sensorielle autour de l'enfant qui tutorise des développements différents. Alors là, avec un raisonnement comme ça, le copain de Vinciane, Descartes, là, il fait une hernie de l'encéphale. Là, à force de penser, il peut pas comprendre. Là, il va faire une encéphalite, il va trop chauffer. Alors, ça veut dire que si il n'y a que du malheur autour de soi, on fait une atrophie cérébrale, mais s'il n'y a que du bonheur, c'est-à-dire des stimulations incessantes, il y a un engourdissement sensoriel. On ne fait pas une atrophie cérébrale, mais on n'a pas le plaisir de vivre. Et c'est là que je reviens à l'observation de Mary Ainsworth, qui a proposé les styles d'attachement. Alors, dans ces styles d'attachement, ils se sont, alors d'après une situation standardisée, éthologique, répétable, réfutable, manipulable, on fait des cohortes qu'on suit pendant longtemps, on introduit des variables dans des cultures différentes, avec le père, avec la mère, avec un inconnu, enfin, on a réussi à faire croire que c'était une démarche scientifique, et la situation est à peu près schématiquement la suivante. Les observations sont faites à 10 mois. Alors je suis le bébé de 10 mois. Et puis, voilà ma figure d'attachement. Vous voulez bien être ma figure d'attachement? Alors, voilà ma figure d'attachement. Alors, on peut dire ma mère, mais ça peut être mon père ou une autre femme. Ma figure d'attachement. Elle est là, donc j'ai 10 mois, donc je joue, je me sens sécurisé par sa présence, donc je joue. On fait rentrer une femme inconnue. J'ai 10 mois, tiens, une inconnue, je me rapproche un peu de ma mère, comme elle me sécurise, je l'observe, et puis très rapidement, j'ai plus peur d'elle, et je m'oriente vers elle, je reprends les jeux. Ma mère s'en va, je me retrouve seul en présence de cet inconnu, j'ai un petit stress, un petit chagrin, et puis ma mère revient, je me jette dans ses bras, je l'embrasse, et je recommence mon boulot de bébé. Donc voilà schématiquement comment se passe l'observation, des séquences qu'on répète 2 fois. Et on constate que, quelle que soit la culture, à 10 mois, tous les enfants ont acquis, 2 enfants sur 3 ont acquis un attachement sécure. Sécure, on a gardé l'anglicisme parce que sécure, ça ne veut pas dire sécurisé. Alors, les Italiens, les Espagnols ont 2 mots pour ça, et en France, on n'a pas su traduire autrement. Alors, c'est-à-dire que 2 enfants sur 3 ont acquis un attachement sécure. Ma mère, quand elle était là, sa manière d'être avec moi, d'interagir banalement, a imprégné dans ma mémoire biologique une sensibilité au monde qui fait que elle est dans ma mémoire, elle est dans mon style affectif, donc quand elle n'est pas là, j'ai un petit chagrin, j'ai un petit stress, j'ai une petite peur, mais dans ma mémoire, je sais qu'on peut m'aimer, je suis aimable puisqu'on m'a aimé. Donc je suis aimable, c'est tracé dans mes neurones, c'est tracé. Plus tard, ça sera tracé dans la représentation que je me fais de moi, mais quand je parlerai, pour l'instant j'ai 10 mois, donc je ne parle pas encore, mais j'ai acquis une manière d'aimer qui fait que cette femme étrangère, dont j'ai un peu peur, finalement, je vais lui faire une offrande alimentaire, je vais tirer sur sa robe, je vais tenter un babil, et je vais la transformer en bonne mère en 2 gestes et 3 secondes.
C'est-à-dire que ces enfants-là ont un talent relationnel qui vient de la manière d'être, de l'histoire de la mère, du mari qui peut la rendre heureuse ou malheureuse, de la culture qui peut l'entraver, de la misère, de la guerre. Enfin, il y a des tas de situations qui peuvent la rendre malheureuse, mais quelque chose dans le système s'est bien passé qui fait que le bébé a acquis, il est devenu sécure, c'est-à-dire que dès l'âge de 10 mois, il a acquis le plaisir de découvrir et d'apprendre le monde des choses et le monde des gens. 10 mois. Il ne parle pas encore que déjà, préverbalement, il a acquis le plaisir d'apprendre. Ça l'amuse d'explorer parce qu'il se sent sécure, en confiance, parce que ça a été imprégné dans sa mémoire, imprégné au sens éthologique, parce que maintenant, on en parlera tout à l'heure, mais on rend visible les traces de l'empreinte et la forme du cerveau pétrie, façonnée, sculptée par le milieu. Donc, le fait que ma mère, ma figure d'attachement, soit bien, a imprégné dans mon cerveau une habileté relationnelle, une confiance en moi qui fait que si ma mère n'est pas là, j'ai peur, mais je résous le problème, et s'il arrive une tragédie de la vie, eh bien, j'ai acquis un moyen de me défendre un peu mieux que les autres. Un enfant sur 3 n'a pas acquis l'attachement sécure. 20% de tous nos... Alors, ces chiffres-là sont les mêmes parce que il n'y a pas longtemps, on a reçu les chiffres de Chine, parce que je travaille avec des anthropologues, des sinologues, et on a reçu les chiffres, même situation en Chine, c'est même résultat, même comportement, et même résultat, et même proportion. Donc, un enfant sur 3, en revanche, a appris un attachement insécure. 20% sont évitants. Je ne sais pas exprimer mon affection. J'ai un malaise en moi, mais je ne sais pas l'exprimer. Ma mère est là, ça bouillonne en moi. Elle s'en va, je suis terrorisé, mais je ne sais pas le dire. Elle revient, elle ne me sécurise pas. Donc, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, je ne sais pas, je me raidis, ça bouillonne, je suis mal à l'aise, et je ne sais pas exprimer mon malaise. 15% de nos enfants, quelle que soit la culture et quel que soit le niveau socio-culturel des parents, 15% des enfants ont acquis un attachement ambivalent. J'aime beaucoup ma mère, mais je ne suis bien que si elle est là. Et voilà la différence, je ne suis sécurisé que si elle est là. Je ne suis pas sécure, je suis sécurisé, j'exige qu'elle soit là, j'ai besoin qu'elle soit là pour me sentir en sécurité. Si elle est là, je suis confiant. Si elle n'est pas là, je suis désespéré. Alors que l'enfant sécure, si elle est là, il est confiant. Si elle n'est pas là, il a un petit moment de désarroi, et puis il reste confiant. Qu'elle soit là, sensoriellement autour de lui, ou qu'elle soit là, dans sa mémoire, ou dans le style affectif qu'elle lui aura appris. Alors que l'enfant sécurisé, lui, il a besoin que sa mère, sa figure d'attachement, soit présente, là, sensoriellement, toucher, entendre, palper, se serrer contre elle. Ce qui fait que quand, dans la situation d'observation expérimentale, quand la mère s'en va, l'enfant panique, quand la mère revient, il se jette dans ses bras parce qu'il l'aime beaucoup, et il la mord, et il lui tape dessus parce qu'elle l'a fait souffrir. C'est-à-dire qu'il a acquis un attachement ambivalent. 5% à peu près des enfants sont désorganisés. Alors j'ai vu un enfant 10 mois désorganisé il n'y a pas longtemps. Cet enfant-là, les parents ne comprenaient pas. C'était un couple de médecins et ils n'arrivaient pas à comprendre ce que voulait dire l'enfant. 10 mois, il ne parle pas, mais il veut dire quand même quelque chose. Les gestes, les mimiques sont sémantisés bien avant l'apparition des mots. Et l'enfant voulait dire quelque chose, mais il ne savait pas le dire, les parents ne comprenaient pas. Alors la mère revient, l'enfant se précipite sur elle en souriant, puis tout d'un coup, il se met à hurler, il se met à pleurer, et il va se taper la tête contre le mur, et la mère est complètement désorientée. Elle ne peut pas décoder une interaction aussi désorganisée. Et puis, maintenant, ce qui tombe actuellement, c'est le développement des enfants sans attachement. Qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, c'est pareil. Qu'il y ait du monde autour de moi, que je sois seul, c'est pareil. Et ce qui est peut-être intéressant, c'est que ces enfants-là ne s'observent que dans les pays riches. Alors, interprétez ça comme vous voulez, mais incontestablement, il y a un style affectif qui est en train de se développer maintenant et qui témoigne peut-être d'un trouble de nos pays riches. Alors,
Maintenant, comment on peut apprendre ces styles affectifs? Alors, il y a une phrase qu'on entend souvent, c'est est-ce que vous pouvez décrire un enfant de 0 à 3 ans? Hein, c'est la phrase classique qui traîne d'ailleurs dans tous mes bouquins. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant de 0 ans? Comment 0 ans? C'est-à-dire quoi? C'est quoi un enfant de 0 ans? C'est un quart d'heure après l'accouplement? C'est-à-dire que, alors là, et encore pendant quelques secondes, là, il a 0 ans. Mais déjà, un quart d'heure après, il a un quart d'heure, le gars. C'est-à-dire que un enfant de 0 ans, ça veut dire qu'on dénie l'importance des 9 mois de grossesse. Or, on a tous été des mammifères aquatiques pendant 9 mois. On avait des branchies, quelqu'un respirait pour nous, on était nourris, logés, blanchis. C'est-à-dire que pendant 9 mois, on était en totale sécurité. Sauf que, à partir de la 27e semaine, on rend observable qu'il y a déjà, avant la naissance, un début de séparation entre la mère et l'enfant. Il n'est pas né que déjà il commence à se séparer. Et ce qui permet de défendre cette idée, c'est les échographies. Puisque maintenant qu'il y a des échographies légales, on demande l'autorisation de filmer l'écran. Alors on filme l'écran, on ramasse les cassettes et on fait ensuite des analyses éthologiques à la maison ou au labo, sans embêter la mère et le gars in situ. Alors, le dispositif est naturel, au sens où je vous l'ai proposé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est naturel pour l'homme. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que désigne ce mot? Alors, la dame arrive, elle est enceinte pour la dernière échographie légale, elle soulève, elle montre son bidon, on lui met une gelée froide, on balance, hein, on promène un stylo, c'est plutôt sympathique. Mais la dame n'est pas chez elle. Et comme on cherche à faire croire qu'on est scientifique, on introduit une variable. Et la variable, c'est de stresser la mère. Alors, vous savez comment sont les femmes, on ne peut pas trop les stresser quand même. Alors, le stress est le suivant. L'échographiste fait son boulot, situation naturelle. L'échographiste fait son boulot. Nous, on filme l'écran de l'échographie. Et puis tout d'un coup, par convention, 30 secondes de silence. La dame regarde, qu'est-ce qui se passe? Et puis tout d'un coup, on dit, Madame, voulez-vous chanter? Ah, chanter, moi? Et hop, son cœur s'accélère. Presque en temps réel, le cœur du bébé s'accélère aussi. On le voit presque en temps réel, c'est-à-dire que le cœur de la mère passe de 60 à 80 pulsations, le cœur du gars in situ passe de 110, 120 à 140, 150 pulsations, presque aussitôt. Lorsque on travaille avec les néonatologues, on a l'explication de ce mystère de la transmission. D'abord parce que le placenta n'est pas une barrière, comme on le disait avant. Le placenta, c'est un filtre, c'est même une passoire. Et que lorsque la mère est stressée, quelle que soit la cause de son stress, l'histoire, la relation avec le mari, le contexte familial ou culturel ou social, quelle que soit la cause de son stress, elle a une émotion qui s'exprime organiquement par une augmentation de son cortisol et de ses catécholamines qu'on peut facilement doser et qui passe le filtre placentaire, la passoire placentaire, et le bébé déglutit 4 ou 5 litres de liquide amniotique par jour. C'est-à-dire que quand la mère est stressée, c'est comme si le bébé avalait des comprimés de cortisone et d'amphétamine. Sauf que, alors là, donc on voit que ça passe en temps réel. Le corps à corps, l'âme à âme, passe presque en temps réel. On prend les cassettes à la maison, on les analyse, et on constate que déjà, on est à la 27e semaine, en fin de grossesse, et déjà les bébés ont déjà des préférences comportementales. Alors, on y a plein d'items, le bras, la torsion, on a travaillé ça avec Michel Soulet, qui est un grand nom de notre discipline, et finalement, schématiquement, le résultat est le suivant. La mère est stressée avec la manipulation, la variable que je vous propose. Madame, voulez-vous chanter? Elle accélère son cœur, le gars accélère son cœur, un tiers des bébés répondent préférentiellement à cette information en balançant des coups de pied. Ça, c'est ce qu'on a proposé d'appeler le profil Zidane. C'est-à-dire que parce qu'ils commencent leur entraînement de football intra-utérin. Un tiers des bébés, la mère est stressée, le bébé accélère son cœur, il ne bouge pas les membres inférieurs,
il part à l'exploration de tout ce qui flotte dans un univers intra-utérin, et ce qui flotte, c'est le cordon ombilical, il le tète, son pouce, il le tète, et on a même vu deux jumeaux, il attrape le pouce de son jumeau et il le tète. Et ça, c'est notre premier tranquillisant naturel, c'est notre premier Temesta. C'est-à-dire que dès l'instant où un enfant suce son pouce, c'est son tranquillisant naturel. Et ça commence en fin de grossesse, après la 27e semaine. Alors, et un tiers des bébés s'en foutent éperdument. Elle est stressée, c'est son affaire. Moi, j'ai encore 6 semaines à tirer, bien au chaud. On verra bien plus tard, quand je serai dans le monde aérien. Donc ça veut dire que quand les bébés arrivent au monde, ils ont déjà un petit style comportemental qui est déjà en réponse à une information qui n'est plus intérieure, qui n'est plus extérieure, mais il y a déjà un début de séparation entre la mère et l'enfant. Puis ensuite, ils arrivent au monde, alors là, la séparation est marquée, et au cours des interactions précoces, on voit se passer les phénomènes d'empreinte au sens éthologique du terme. Alors, ces phénomènes d'empreinte, c'est des apprentissages très fulgurants, et on voit que c'est vrai chez les animaux, qu'il y a des moments très sensibles où on apprend très très vite, et des moments où on apprend beaucoup plus lentement. Et nous, êtres humains, dans les premières années, on synaptise 200 000 neurones par heure au cours des petites années. 200 000 neurones, c'est-à-dire que c'est un bouillonnement neuronal où les neurones envoient des synapses, cherchent à entrer en contact avec les neurones d'à côté, et des informations perçues dans le monde extérieur à ce moment-là frayent, comme le disait Papa Freud, frayent une zone cérébrale qui, préférentiellement, lorsqu'une deuxième information arrivera, le cheminement de la deuxième information prendra la voie déjà presque tracée, frayée par la première information. Je viens de paraphraser Freud. Freud qui était neurologue. Certains croient que c'est un psychanalyste, il était neurologue. Il est même failli être zoologue. D'où la citation de Vinciane Després tout à l'heure. Le seul prix scientifique qu'il a eu, c'est le prix sur la sexualité des anguilles. Déjà la sexualité, déjà. Mais alors Villecher a fait traduire le texte qu'on a retrouvé à l'Institut de biologie marine de Trieste, avec ma femme qui parle italien, on a retrouvé ce texte qui a été traduit et publié par Fedida et Villecher, des évolutions chez Payot, je crois, Payot. Eh bien, quand on lit cet article de biologie signé par Freud, la conclusion est claire. Heureusement qu'il a inventé la psychanalyse. Parce que, illisible, cafouilleux, pas clair, vraiment, la chance de sa vie, ça a été d'arrêter la biologie. Alors, on arrive au moment des empreintes, et on a des apprentissages plus ou moins rapides. Mais là, ce qui est important, c'est que, alors, apprentissage rapide pour un oiseau, c'est 3 heures. Il apprend à suivre, il apprend de la 13e à la 16e heure. Avant, il n'apprend pas, après, il n'apprend plus. Et ces 3 heures correspondent à la synthèse d'un enzyme qui est l'enzyme, l'acétylcholine, qui est l'enzyme de la mémoire. Et si on donne des substances qui empêchent la synthèse de cette enzyme, de cette acétylcholine, le caneton, l'oiseau, n'apprend rien, il ne reçoit pas, il ne prend pas l'empreinte. Or nous, quand on prend de l'artane, pour un Parkinson, certains bêta-bloquants, certains antidépresseurs, qui jouent aussi un rôle sur la synthèse de ce même neuromédiateur, on a des trous de mémoire. Les gens disent, pendant un jour ou deux, j'avais plus de mémoire. C'est-à-dire qu'on participe au monde vivant comme les oiseaux, même si on n'est radicalement pas des oiseaux, on a un cerveau d'acétylcholine, la partie déterminée de mon corps. Alors, mais nous, on a une évolution beaucoup plus lente. C'est-à-dire que nous, on apprend toute notre vie, mais on n'apprend pas à la même vitesse toute notre vie. La preuve, c'est que tous nos enfants apprennent la langue maternelle entre le 20e et le 30e mois, sans école, sans livre, avec un accent parfait, avec les règles de grammaire et même les exceptions aux règles de grammaire. 10 mois, sans école. Après, la deuxième langue, il faudra, s'ils l'apprennent vers 8 ans, il leur faudra 2-3 ans pour bien apprendre une deuxième langue, très bien, très vite, mais ils garderont toujours l'accent de la langue dite maternelle.
Lorsqu'ils feront des études après leur bac, lorsqu'ils feront des études pour apprendre une langue, il leur faudra 6, 7 à 10 ans pour apprendre la deuxième langue, et là, ils auront toujours un autre accent. Et si vous commencez à apprendre une deuxième langue après l'âge de 60 ans, vous la parlerez parfaitement bien 60 ans plus tard. C'est-à-dire qu'on a des vitesses d'apprentissage aussi, on peut apprendre, mais on n'apprend pas plus vite. Alors, ce qui est important dans cette expérimentation que je vous propose, c'est que lorsque je suis en présence de ma base de sécurité, une information m'intéresse, me stimule, et je vais jouer à l'explorer, à la manipuler et à l'apprendre. La même information, si ma base de sécurité n'est pas là, je vais en avoir peur. La peur n'est pas dans l'objet, ni dans la raison d'avoir peur de cet objet. La peur est dans mon développement et dans mon contexte. Et plus tard, quand je parlerai, la peur sera dans mon développement, dans mon histoire et dans mon contexte. Mon histoire qui me fera attribuer à cette bouteille une signification que d'autres n'attribueront pas, parce que cette bouteille, c'est vous qui me l'avez donnée, donc désormais cette bouteille signifie beaucoup de choses pour moi, et j'aime cette bouteille parce que chaque fois que je la vois, je pense à vous. Donc, ça veut dire que les objets sont chargés d'une émotion qui viennent de mon histoire, c'est pas l'objet qui porte l'émotion. Alors, maintenant, on arrive pendant... alors les organisateurs m'ont dit, soyez bref, ne dépassez pas 6 heures. Donc, je sais pas, il me reste quelques minutes. Tout ça pour dire que maintenant on parle, on est dans un monde tout à fait humain, monde de la technologie et de l'artifice du verbe et de l'artifice de la technique, on est dans un monde carrément humain. Même si, effectivement, il y a des animaux qui commencent à avoir des représentations sensorielles et même à fabriquer des outils. Mais nous, c'est vraiment ce qui fait notre caractéristique. Alors, la situation d'observation, tout à l'heure, je vous disais, on pince madame, une zone s'allume. On sait quelle zone va s'allumer, qui va déclencher une sensation de douleur, même si on ne pince pas madame, si on agit sur cette zone, ça va déclencher ce que je proposais tout à l'heure, une sensation de douleur. Alors la situation expérimentale, organisée par Pierre Bustani, est la suivante. Madame, voulez-vous venir avec l'homme de votre vie? Alors elle vient avec c'est pas son mari, elle vient avec l'homme de sa vie, et puis on met une sorte de bassine autour d'elle, c'est-à-dire pour faire les résonances magnétiques, et puis l'homme de sa vie, le prince charmant, s'assoit en face d'elle. On envoie sur le dos de la main 30 ou 40 millivolts, et la dame fait « aïe », et on voit ce que je disais tout à l'heure, l'air singulaire antérieur s'allumer. Et puis l'homme de sa vie est en face d'elle, on prend une ardoise et on écrit 30 millivolts, et on envoie un petit choc, l'homme de sa vie fait « aïe », et on voit l'air singulaire de la douleur de madame s'allumer. Madame allume son air de la souffrance parce que l'homme qu'elle aime souffre. On complique et on a dit à madame, vous savez, à partir de 10 volts, là, il souffre vraiment, c'est une très grande souffrance, très très grande. On écrit sur l'ardoise 50 volts. On appuie sur le bouton, on n'envoie pas le choc électrique et on a demandé à monsieur de tourner le dos et on voit l'air singulaire et l'amygdale rhinencéphalique de madame flamber sous une forme d'émotion intense parce qu'elle croit que l'homme qu'elle aime souffre. Et l'homme qu'elle aime ne souffre pas, puisqu'on n'a pas envoyé la décharge. Mais elle le croit. Et elle répond donc à une croyance, elle répond à une représentation immatérielle. Elle répond, et la conséquence, c'est que ça modifie le fonctionnement de son cerveau et les influences douloureuses que ça va envoyer dans son corps. Ça veut dire qu'on peut répondre à une croyance totalement manipulée par un monde de mots ou par un scénario comportemental. Voilà. Des conventions de signes peuvent agir sur notre cerveau et la manière dont on éprouve son corps. Alors, on complique un peu l'information. Et on demande, madame a toujours sa bassine autour de la tête, on observe les tranches de son cerveau, et puis on commence à faire un jeu de balles, on échange avec monsieur, monsieur, madame, monsieur, monsieur, madame, puis tout d'un coup, un signal convenu, monsieur, monsieur, madame est exclue.
Et la simple exclusion réalise une micro-situation de séparation dont je vous parlais tout à l'heure. Et madame allume la partie de la souffrance cérébrale, tout simplement parce qu'elle est exclue. Et dès l'instant, cette petite séparation suffit à la désorganiser un peu. C'est pas grave, elle va pas en mourir, mais il y a un moment de désorganisation dont elle prend à peine conscience, mais nous, on voit que son cerveau ne fonctionne pas de la même manière et que probablement il n'envoie pas les mêmes substances dans le corps. Alors, on complique encore la situation et on dit, voulez-vous jouer au Monopoly? Alors elle a son casque et on joue. Alors elle joue au Monopoly, le jeu est là. Ce monsieur-là joue correctement au Monopoly, mais celui-là, par convention, on lui a demandé de tricher ostensiblement. Alors elle joue, lui il est correct, il joue, et celui-là, mais non, on t'a dit de passer par la case départ, t'as refusé, mais non, achète pas l'avenue de Breteuil, c'est 300 000 €, tu l'as payé. Ah, il était énervant celui-là. Et puis ensuite, on prend le monsieur qui n'a pas triché, on envoie 30 millivolts, toc, madame souffre. On envoie le monsieur qui a triché, on envoie 30 millivolts. Il a triché, qu'il meure. C'est-à-dire que elle répond à quelque chose qu'on a manipulé, qu'on lui a fait croire par un jeu de comportement, un scénario comportemental, comme tout à l'heure, un énoncé verbal pouvait modifier la manière dont elle se sentait. Alors, il y a une singerie à Aix, et là, il y a eu des manipulations sur l'empathie. Alors, c'est pas la première fois qu'un philosophe propose aux neurologues des modèles de réflexion et d'expérimentation. Alors, ces modèles de réflexion, alors le gars, c'est un salarié du CNRS. Alors, par convention, il entre dans la singerie, il y a un coffre avec des raisins secs et avec des bananes. Et il entre avec une clé que tous les chimpanzés peuvent voir. Alors, il entre dans la cage. Premier jour, il se dirige vers le coffre, il ouvre le coffre et il distribue des raisins secs et des bananes. Deuxième jour, il rentre dans la cage, il distribue. Troisième jour, il rentre dans la cage, les singes filent directement sur le coffre à trésor de singes, et parce qu'ils travaillent et ils sont donc payés en monnaie de singe, bien sûr. Et quand on expliquait ça au gars du CNRS, il dit « mais nous aussi, on est payés en monnaie de singe ». Et donc, la manipulation est la suivante. Et puis, un jour, par convention, une fois que les singes filent vers la boîte à trésors, le salarié rentre avec sa clé autour du cou et avec un bandeau autour des yeux. Et là, changement de comportement des singes. Un tiers des singes se met à gémir, à pleurer, se met dans un coin, à gémir. Un tiers des singes pousse ou tire le salarié en espérant l'attirer vers la boîte. Et un tiers des singes cherche à lui enlever son bandeau. Ça veut dire que ce petit scénario comportemental nous permet, nous, de comprendre qu'ils ont compris. Qu'ils ont compris que moi, singe, si j'étais à sa place avec un bandeau, je ne pourrais pas voir. Donc si je lui enlève le bandeau, il pourra aller vers la cage à trésor. Alors, dans notre vie quotidienne, on fonctionne tout le temps avec ça. Et par exemple, ma fille a mis au monde les 2 plus jolis petits garçons du monde, et ça, c'est objectif. C'est-à-dire que c'est pas discutable, ils sont mignons comme tout, et le deuxième a 5 ans. Et chez moi, j'ai un long couloir, et sa mère lui dit « va te laver les mains ». Il a 5 ans, donc il part en courant. Vous avez déjà vu un enfant de 5 ans se déplacer sans courir, hein, c'est impossible à voir. Donc hop, il fonce, il traverse le couloir au triple galop, il arrive au bout du couloir, il fait demi-tour, et il s'apprête à revenir au triple galop, et moi je suis à l'autre bout du couloir, et je comprends qu'il a l'intention de nous faire croire qu'il s'est lavé les mains et de ne pas se laver les mains. Alors, je souris, je fais un geste avec les mains, il me voit, il comprend que j'ai compris, il sourit, il refait demi-tour et va se laver les mains. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire sans parole? C'est que j'ai compris ce qu'il avait compris et ce qu'il avait l'intention de nous faire comprendre, et il a compris que j'avais compris ce qu'il avait compris. C'est-à-dire qu'on est dans une communication mentale sans un mot, totalement permise par l'aptitude à se décentrer de soi pour se représenter le monde des autres.
Donc on est en pleine empathie banale de la vie quotidienne, pré-verbale, sans un mot, un geste, une mimique, quelque chose qui nous échappe. C'est sémiotisé, même si c'est pas parlé, ça veut dire quelque chose que l'autre comprend, décode ou décode pas, mais c'est le vide entre nous est déjà rempli par des signes et plus tard par des mots. Donc ça veut dire que nos enfants abandonnés de tout à l'heure, ils n'avaient pas d'altérité. Rien ne leur a appris à se décentrer d'eux pour visiter le monde des choses et le monde des gens. Ils restent centrés sur eux-mêmes, ils n'ont pas d'empathie. Ils n'apprennent pas, ils n'éprouvent pas le plaisir de découvrir les autres. Ils restent centrés sur eux-mêmes. Or, c'est important parce que ces enfants-là, très souvent, torturent ou blessent sans aucun sentiment de crime, puisqu'ils ne se mettent pas à la place de l'autre. Ils ne cherchent pas, ils ne s'imaginent pas, ils ne se représentent pas les représentations d'un autre. Donc ils peuvent très bien faire mal sans vouloir faire mal. Ce qui n'empêche que lorsque on arrive à la définition... Alors quand on travaille avec des praticiens, beaucoup nous disaient « mais ces enfants deviennent pervers ». Et en effet, Anna Freud et René Spitz et John Bowlby au début avaient dit « ces enfants élevés en carence affective deviendront délinquants ». Et en effet, un tout petit pourcentage d'entre eux sont devenus délinquants puisqu'ils passaient à l'acte, ils ne savaient pas gouverner leurs émotions par des gestes ou par des mots. Donc ils se contrôlaient, puis tout d'un coup, l'impulsion les dominait, les emportait, et ils passaient à l'acte. Puisqu'ils n'avaient pas la possibilité de maîtriser leurs émotions et la relation. Et c'est rentré dans notre culture comme un stéréotype. Les carences affectives deviendront délinquants. Alors, c'est vrai qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions, mais si on les entoure, ils ne deviennent pas délinquants. C'est une tendance, c'est absolument pas une fatalité. Ce qui n'empêche que ce qu'on entendait, nous, c'est ces enfants sont des pervers, ils sont rendus pervers. Or, dès l'instant où on leur explique avec des mots, des jeux, on leur fait découvrir le monde de l'autre, ils apprennent, ils ne sont plus pervers. Donc ce n'est pas des vrais pervers, c'est une relation, une situation, comme si c'était pervers. Alors, cette empathie-là, elle s'apprend, elle se développe au contact de l'autre, dans la banalité du quotidien. On a fait, avec Maurice Ohaillon, on a fait la manipulation suivante, pour démontrer que l'empathie s'apprenait sous l'effet des rencontres de la vie quotidienne. On a touché un budget pour acheter des petites chaussures de tennis, rouges, jaunes, vertes, enfin discrètes. Et puis, on donne ces petites chaussures de tennis à une série d'enfants de 3 ans, puis une série d'enfants de 4 ans, puis une série d'enfants de 5 et 6 ans. Et puis, par convention, les mères mettent ces chaussures de tennis, on convient d'une heure au téléphone, on téléphone à la mère, qui appelle son enfant, lui passe le combiné, et nous, au téléphone, on dit « Il paraît que ta maman t'a acheté des chaussures de tennis jusqu'à l'âge de 4-5 ans, tous les enfants montrent les chaussures au téléphone. » C'est-à-dire que, parce que ils sont dans le contexte, et ils montrent les chaussures au téléphone. Et ce n'est que à partir après l'âge de 5 ans qu'ils mettent des mots à la place de l'image et à la place du comportement. Et ils décrivent « Oh oui, maman, elle est gentille, ses chaussures, elles sont rouges, elles sont vertes, je vais courir vite. » Enfin, ils font des choses importantes pour la vie d'un enfant. Or, les enfants abandonnés ne le font pas. Ils n'ont pas été entraînés à se décentrer d'eux-mêmes, donc ils ne le font pas. Et là, on arrive à la définition nouvelle, probable de la perversion, c'est que pendant très longtemps, la perversion a eu une définition morale ou religieuse. Et ensuite, il y a eu la définition médicale. Et nous, on va proposer probablement une autre définition, fondée sur l'empathie. C'est-à-dire que la définition morale et religieuse, c'était tous ceux qui ont des relations sexuelles sans avoir l'intention d'avoir des enfants, c'est des relations contre nature, donc c'est des pervers. J'en connais dans la salle qui correspondent à la perversion au sens moral et religieux. Alors, la définition médicale n'avait pas plus de sens. Alors, pendant très longtemps, le triomphe en partie réel
et bien exagéré dans la culture, le triomphe de la médecine, a fait croire qu'on allait trouver l'hormone de l'homosexualité ou le noyau cérébral de l'homosexualité ou le gène de l'homosexualité. Et bien sûr, on ne l'a pas trouvé. Parce que c'est une escroquerie. On peut pas. Les hormones des homosexuels sont les mêmes que celles des hétérosexuels, c'est des hormones humaines. Donc c'est pas là. Mais n'empêche que notre culture, à cause d'un récit qui était alimenté par une part de vérité, on sait doser les hormones ont des effets sur le corps, et à partir d'un récit partiellement vrai, on était arrivé à une conclusion totalement fausse. Je retrouve le raisonnement que je vous ai proposé au début de mon exposé. Alors, je termine par des récits. C'est-à-dire que maintenant, la rhétorique, la manière de parler, alors je travaille avec des linguistes et des éthologues. C'est-à-dire que la linguiste, alors je dis là parce que statistiquement, les linguistes, c'est des femmes. Alors, donc je travaille avec la linguiste et elle fait l'analyse des structures sémantiques, c'est-à-dire un discours, les mots qui nous viennent révèlent un peu la manière dont on est construit. Par exemple, Francine Perrin a fait l'analyse d'un discours de père incestueux. Et elle compte tout simplement, avec ses petits ordinateurs, elle compte le nombre de pronoms personnels, pronoms première personne, enfin tout ce que savent faire les linguistes. Et elle arrive à la conclusion qu'un discours de père incestueux, c'est un hyper-jeu entouré de on. On n'était pas content. Ah bon, mais qui n'était pas content? Ben, mon fils. Ah, on était fâché contre moi. Ah bon, mais qui c'est on? C'est ma femme. Et alors, il y a je pense, je suis ému, je désire, je trouve que c'est normal. Un hyper-jeu entouré d'un flou de on. On, c'est pas des personnes, c'est des ombres. Mon fils, ma fille, ma femme, c'est des ombres. Et là, on voit que le choix des mots, et on a fait ça avec Michel Delage, dans d'autres situations, le choix des mots n'est pas hasardeux. C'est-à-dire que Lacan nous avait montré la direction, bien sûr, mais de manière que j'ai trouvé pour ma part un peu difficile à comprendre. Et d'ailleurs, ça a provoqué beaucoup de contresens. Ça me permet de confirmer un peu ce que je vous proposais au début, que les mots qu'on emploie sont des mots conçus pour découper des morceaux de conditions humaines. Et quand on les applique avec des animaux, on est tout le temps au bord du contresens. Alors par exemple, un jour, je m'étais fait agresser par un universitaire parisien qui m'avait beaucoup agressé parce que je lui avais dit que que je voulais faire un peu le pitre, et je lui avais dit « Mais mon chien adore Lacan, la preuve, c'est que quand je lui lis Lacan, il remue la queue. » Alors, et ça l'avait mis dans une colère noire, et il m'avait dit, il est coléreux, il m'a dit « Mais non, un chien ne peut pas comprendre Lacan. » Je lui ai dit « Ben, un homme non plus. » C'est-à-dire que, mais là, Lacan, comme dans trois autres points, là, il nous a montré une piste quand même intéressante. Et effectivement, quand on travaille avec les linguistes, on voit que le choix des mots n'est pas hasardeux et que la manière dont on construit nos récits est une enveloppe sensorielle qui entoure l'autre et que nos enfants perçoivent au moment de la période sensible de leur développement, et la manière dont on en parle crée des empreintes dans l'enfant. Alors par exemple, lorsqu'il y a un traumatisme familial ou un secret ou une douleur familiale, les parents souvent ne peuvent pas le dire parce que c'est trop dur à dire, l'émotion les empêche, ou parce que vous l'accepteriez pas, vous le feriez taire, parce que si c'est dur à dire, c'est donc dur à entendre. Donc dans le déni des psychanalystes, le sujet participe au déni, et vous aussi, vous participez au déni. Allez, arrête tout ça, la page est tournée, allez, on n'en parle plus. Ben, on n'en parle plus, mais ça existe dans ma mémoire ou dans mon corps, ça existe encore, mais on n'en parle plus. Donc, vous avez participé à mon déni. Vous avez participé, vous les normopathes, les gens anormalement normaux, vous avez participé à mon déni. Alors on constate que ça structure le discours et que ça structure l'enveloppe de signifiants qui entoure l'enfant et que l'enfant entend un père, une mère clivée, coupée en deux. Tiens, maman, je comprends pas, elle est gentille, elle est gaie, et puis quand on parle de l'inceste, quand on parle de la guerre, hop, elle est étrange, elle dit plus un mot, elle s'en va, elle quitte la pièce, papa, je comprends pas, il est sympa, puis tout d'un coup, il est coupé, il se clive en deux, tout d'un coup il se met en colère, je ne comprends pas pourquoi.
Je comprends pas pourquoi, mais je comprends que là, il y a quelque chose qu'il ne faut pas questionner, il ne faut pas fouiller. Il y a une énigme, donc quelque chose d'angoissant, parce que les fantasmes des enfants sont radicaux. Quand les enfants fantasment, ils fantasment dur. Donc si mon père se tait là, c'est qu'il a commis 10 crimes, il a tué 100 personnes. Donc surtout pas de questions, là, parce que c'est trop grave. Je ne pose pas de questions là où mon père se tait. Et on voit que la structure du discours est faite d'une zone parlante, gaie, gentille, chaleureuse, et d'une zone d'ombre, maldite, confuse, angoissante. Parce que c'est pas clair, je comprends pas. Donc ça veut dire que, là, dans ces raisonnements que je vous ai proposés, j'ai tenu des raisonnements qui associaient sans arrêt des disciplines différentes, et j'espère pourtant que j'ai été à peu près cohérent. Voilà, je pense qu'avant mon exposé, vous aviez les idées claires. J'espère maintenant qu'elles sont confuses. Je vous remercie de m'avoir écouté.